Bonjour à tous. Pour ce premier numéro de l'invité de Koulanjan, nous avons le plaisir de recevoir le président du mouvement Tekki, homme politique sénégalais et économiste, Monsieur Mamadou Lamine Diallo. Bonjour, Monsieur Mamadou Lamine Diallo. Bonjour, bonjour à tous nos internautes, à tous nos téléspectateurs. Et puis, bonne chance, bon vent. Merci beaucoup. Alors, vous êtes sur la scène politique depuis quelques années déjà, mais est-ce que vous pouvez, de manière brève, revenir un peu sur votre parcours en tant qu'homme politique? Oui, effectivement, le mouvement Tekki a été lancé à la faveur de la présidentielle de 2007. Et c'est ainsi qu'après, nous nous sommes structurés autour du Parti de l'émergence citoyenne, qui est le parti reconnu légalement, avec le slogan Tekki Amyeri. Bon, moi-même, je suis un produit de l'école publique sénégalaise et de l'école coranique aussi, il faut le dire. Et donc, j'ai été à l'école publique de la zone B, zone B garçon. À l'époque, il y avait zone B garçon, zone B filles. Puis j'ai fait le lycée Lamine Gueye, à l'époque c'était Van Vollenhoven. Puis, ayant fait une terminale C, je suis parti faire au lycée Louis-le-Grand les classes préparatoires en mathématiques supérieures et spéciales. Et puis j'ai intégré l'école polytechnique de Paris. Ensuite, je me suis spécialisé dans les mines, infrastructures, à l'école des mines de Paris, où je suis sorti ingénieur de l'école des mines de Paris en 1984. Et donc, par la suite, j'ai travaillé au charbonnage de France, dans les mines souterraines, et puis j'ai bifurqué pour faire de l'économie, des ressources minérales, des ressources naturelles. J'ai eu un doctorat en économie à l'école des mines de Paris, avec Pierre-Noël Giraud, qui dirige le centre d'économie industrielle, enfin qui le dirigeait à l'époque, il est à la retraite maintenant. Et c'est ainsi que, après je travaille à la Banque mondiale. Ensuite, j'ai été rappelé au Sénégal pour travailler autour de la dévaluation du franc CFA, avec la Banque centrale. Charles Konan Banny, qui était le gouverneur à l'époque, en tout cas par intérim, je pense, parce qu'il faisait l'intérim d'Alassane Ouattara. Donc, m'avait fait appeler pour travailler à leur côté et avec Mbaye Diop Sarr, que j'ai beaucoup apprécié, qui était un de nos anciens, un bon économiste statisticien sénégalais. Et donc, on a travaillé autour de la dévaluation, des problèmes liés aux ajustements. Et c'est ainsi que le Premier ministre Habib Thiam, qui dirigeait le gouvernement d'Abdou Diouf, m'a fait appeler pour être son conseiller technique. Et j'y suis resté après lui avec Mamadou Lamine Loum. Il y a eu l'alternance à l'an 2000, je suis resté avec Moustapha Agnès. Je suis resté quelques temps avec Mamadou Boy. Et donc, je suis retourné à la Banque centrale. Et puis, pour éviter de rencontrer Idrissa Seck. Et par la suite, Alpha Oumar Konaré a fait appel à moi pour être son directeur de cabinet adjoint, puis directeur de cabinet à l'Union africaine. Il avait lu un de mes ouvrages, parce qu'entre-temps, évidemment, j'ai travaillé, j'ai fait le tour du monde, et j'avais écrit en 1996 un ouvrage qui s'appelait « Les Africains sauveront-ils l'Afrique ». Je faisais un peu le point sur les théories économiques du développement et puis les nouvelles tendances qu'on voyait dans les pays en développement, notamment les problèmes de l'émergence, de l'industrialisation qu'on a pu constater dans les pays d'Asie de l'Est. J'avais fait un tour dans ces pays, j'ai visité quand même ces pays moi-même, le Japon, Singapour, Hong Kong. Faire des enquêtes au sens de l'économie. L'économie, ça commence par des enquêtes. Adam Smith, c'est ce qu'il dit. Et donc, Alpha Oumar Konaré m'a fait appeler et j'ai beaucoup travaillé avec lui là-bas autour du projet de l'intégration africaine, des États-Unis d'Afrique. Une très belle expérience parce qu'être dans une réunion avec
Kadhafi, Obasanjo, Mbeki, Bouteflika, Meles, qui est un grand monsieur. C'est des expériences inoubliables, mais également, je pense que c'est ce qui a un peu, quelque part, motivé et m'a poussé à m'engager à la politique, parce que j'ai été en confrontation directe avec les problèmes de l'Afrique, avec les problèmes du monde, parce que tout le monde défilait là-bas, hein. Toutes les grandes puissances, les États-Unis évidemment. J'étais même confronté à la question du Darfour. J'étais avec le colonel Nyuki, un colonel sénégalais, pour accueillir et organiser l'arrivée des troupes africaines au Darfour. Donc c'est des expériences importantes et inoubliables, et qui m'ont amené à la conclusion que l'Afrique est l'enjeu du XXIe siècle. Et que qui contrôle l'Afrique contrôlera le monde. Et il est du devoir des élites africaines de le savoir et de s'organiser pour assurer la libération de l'Afrique. Voilà. À mon retour d'Addis Abeba, donc je me suis engagé en politique. Et me voilà maintenant être député à l'Assemblée nationale. Peut-être, voilà, résumer, si vous voulez, mon parcours en politique. Évidemment, nous ne faisons pas de la politique politicienne. C'est-à-dire une sorte de bousculade, des rivalités pour avoir accès aux ressources et les utiliser à son profit ou au profit de sa famille ou de son clan. C'est ce qu'on entend par politique politicienne au Sénégal. Et c'est quelque chose de très, très déplorable et de mauvais. Nous faisons de la politique parce que nous avons une ambition pour l'Afrique, nous avons une vision pour l'Afrique et le Sénégal, et nous avons une idéologie. Cette idéologie, en Wolof, on l'appelle Teki, Amiri. En français, c'est un néologisme qu'on a forgé qui s'appelle le responsabilisme. Nous avons écrit là-dessus, nous avons écrit que c'est le partage du pouvoir, des savoirs, de l'avoir. C'est en quelque sorte comment être utile à soi-même, à son peuple, à sa patrie, à son continent. Voilà. Et donc c'est sur la base de ces principes et ces valeurs-là que nous faisons la politique. Mais avant même 2007, avant que Teki ne voit vraiment le jour, vous avez déjà un slogan, Sénégal émergent. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'on en a fait, ou ce qu'on a fait de ce Sénégal émergent dont vous rêviez et qui est peut-être devenu aujourd'hui le PSE, ça vous fait quoi? Bon, évidemment, je ne m'attendais pas à une déviation et un saccage du concept du Sénégal émergent que nous avions lancé. À l'époque, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelle « Un Sénégal, un lion économique », qui était pour moi une contribution à la réflexion économique, à la problématique de l'industrialisation. Parce que peut-être votre génération n'est peut-être pas forcément au courant de ça, mais nous qui avons grandi dans les années 70, ce sont des années où la question de la libération de l'Afrique était discutée dans les lycées et les collèges. Il y avait le problème de l'Afrique du Sud, l'apartheid, il y avait le problème de la décolonisation des colonies portugaises, la Guinée-Bissau qui n'était pas loin de nous, l'Angola, la Namibie, il y avait la guerre du Vietnam. Et évidemment, très tôt, on était confronté à ces problèmes, à ces débats. Même dans le Sénégal senghorien, où il n'y avait pas beaucoup d'espace de liberté et de communication, il n'y avait que la télé nationale et la radio nationale d'abord. Il y avait Ousseynou Seck qui parlait d'ailleurs en Wolof. Et donc, malgré ça, il y avait quand même beaucoup sur l'apartheid, il y avait beaucoup sur les questions de l'Afrique du Sud. Et le pendant de ça, c'était un ensemble de théories, de développement, d'idées sur le fait que, souvent animé par Samir Amin, essentiellement ici au Sénégal, qui avait une école même de Dakar, hein, on parlait de l'école de Dakar, qui disait que, en gros, ce n'est pas possible de se développer, ce n'est pas possible de s'industrialiser tel que le monde capitaliste, tel que le monde impérialiste était structuré. Et que donc, c'est comme s'il y avait une imbrication des économies qui faisait que les économies les plus puissantes, donc celles du Nord, celles des États-Unis en particulier,
de l'Europe, de la France, etc., a mis en place un système de pompage des richesses des pays du Sud vers les pays du Nord. Et donc, vous ne pouviez rien faire dans ce cadre-là, sauf à vous déconnecter. Samir avait écrit sur la déconnexion, etc. Mais bon. Et cela avait nourri, formé des générations. Jusqu'à présent, d'ailleurs, vous verrez des économistes sénégalais, un peu qui pensent comme ça, ou en tout cas des hommes politiques sénégalais qui restent encore tributaires de ces théories. Mais évidemment, confrontés à l'expérience, parce que c'est ça aussi la science, il faut confronter les théories à l'expérience. Il est apparu qu'effectivement, l'existence des États-Unis étant là, ainsi que de l'Europe et du Royaume-Uni, eh bien, des pays d'Asie de l'Est se sont industrialisés. Et comment cela a pu se faire? C'est le devoir des économistes de regarder ça. Et c'est pourquoi je me suis engagé là-dedans. J'ai fait ces enquêtes, comme je vous ai dit. Et en 2004, j'ai écrit cet ouvrage qui s'appelle « Le Sénégal, un lien économique », appliqué au Sénégal, de voir comment on pouvait créer les conditions de l'industrialisation dans ce pays. Et donc, de l'émergence. L'émergence, en réalité, c'est cela. Bon, Macky Sall qui n'est pas cultivé et tous ceux qui l'entourent, évidemment, ils ne sont pas très instruits malheureusement. En fait, ça ne les intéresse même pas de s'instruire, pour ainsi dire, parce qu'après leur diplôme, tout cela est rangé, ils ne travaillent plus et ils sont là un peu à l'écoute de ce que la Banque mondiale veut bien leur dire ou les agences de développement dans le monde. Se sont emparés de ça, l'ont saccagé, l'ont travesti et en ont fait aujourd'hui c'est-à-dire un système incapable de produire des emplois. Vous avez 200 000 Sénégalais qui arrivent tous les ans sur le marché du travail. Il n'est pas capable d'en fournir 20 000. Et tout cela même en poussant les emplois publics au niveau de la fonction publique avec toutes les formes possibles, hein, les ASP, les emplois dans les eaux et forêts, etc. Tout cela, ce sont des emplois aidés, on donne 50 000 francs, 100 000 francs, etc. Les prestataires, quand vous additionnez tout cela, il n'est pas capable d'en fournir 20 000 par an. Et donc tout le reste est absorbé dans les secteurs informels de l'économie. Et en 2004, j'avais également noté cette particularité des économies africaines, en tout cas en mettant en évidence l'existence des secteurs informels qui auparavant, on avait pensé que c'était des choses qui n'allaient pas durer. C'est ce que Lévis avait dit à l'époque, qui est un des premiers prix. C'est le seul d'ailleurs, je pense, prix Nobel d'économie, un noir. Pensait que ce n'était pas durable, mais manifestement, en Afrique, le secteur informel persiste, continue, et même prépondérant dans l'économie. Et pourquoi cela? J'ai essayé donc d'y répondre dans le Sénégal, un lien économique. Donc voilà, bon, mais je considère que c'est de bonne guerre. Si c'était honnête intellectuellement, ils auraient dit qu'ils ont puisé ça chez Mamadou Lamine Diallo, mais c'est trop leur demander. Et donc, on fait avec. Nous essayons évidemment d'en discuter avec le peuple sénégalais, de leur dire que l'industrialisation est possible, que c'est la seule voie pour créer des centaines de milliers d'emplois. C'est la seule voie qui vous garantit l'indépendance à la fois politique, économique, sociale et culturelle. Et qu'il y a des conditions pour cela. Et ce sont ces conditions-là qu'il faut que tout le monde comprenne. Et à partir de ce moment-là, on pourra les mettre en place, on pourra les réaliser. Alors, pour en revenir à votre passage à la primature, vous avez dit que vous êtes parti après Mama Diorboy parce que vous ne vouliez pas rencontrer Idrissa Seck. Pourquoi? Oui, je le connais. On a été au lycée Lamine Gueye Vanvo, d'abord à l'époque, il nous a trouvés là-bas. Vous savez, à l'an 2000, lorsque le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il m'a fait convoquer un jour, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs, pour nous demander de venir travailler à ses côtés comme conseiller. J'étais dans le cabinet de Moussa Fagnas, où j'étais resté parce que Seyda Marem Niass, la fille de Baye Niass, qui est une de mes mamans, comme j'ai l'habitude de dire, elle est décédée maintenant, qu'Allah l'agrée au paradis, avait insisté pour que je continue de travailler avec Moussa Fagnas, qui était son frère.
J'ai accepté. D'abord parce que Moustapha Niasse, je l'ai connu de loin, puisque c'était en tout cas un des proches de mon père, Adama Diallo. Et je lui ai même rappelé qu'il venait la nuit vers 11h du soir à l'époque dans une Mercedes et garé devant chez nous, et mon père en sortait et tous les deux, ils bavardaient un instant et ils partaient. Donc ces images nous étaient restées et donc je suis resté avec Moustapha Niasse. J'ai essayé de travailler beaucoup avec lui. Je faisais 6 notes par jour sur différents sujets relatifs évidemment au Sénégal, aux infrastructures, à l'économie. Et cela avait évidemment intéressé le président Wade qui était de l'autre côté. J'ai appris par la suite que Moustapha Niasse allait frimer, entre guillemets, devant Maître Abdoulaye Wade sur la connaissance de certains dossiers qu'il avait. Et donc, le président Wade m'a fait appeler. Et ce jour-là, j'ai dit au président Wade, Monsieur le Président, est-ce que je peux vous parler en Wolof? Est-ce que je peux parler à mon père? Il m'a dit oui. Et donc, je lui ai parlé en Wolof pour lui dire, je vais parler en Wolof, pour lui dire, comme ça m'a baye nga mëna waaw mané ko liggéey ak yow nek sa conseil bañuma ko mais man mënuma nek Idrissa Seck di ma seef parce que je suis 1000 fois plus capable que lui. Ah, Gorgui n'était pas content. dafa jóg taxaw sax amoon na ay ballons de football parce qu'à l'époque ñu doon préparer les coupes d'Afrique là. Ensuite mu ne ma waaw bon la balle est dans ton camp. Alors un des amis de mon père qui était un des très proches de Abdoulaye Wade et qui avait beaucoup travaillé pour ce rendez-vous, M. Alioune Badara Niang, feu Alioune Badara Niang, qui est décédé, qui était un ami de mon père, un ami parce qu'ils étaient ensemble à Ziguinchor avec Moussa Ngom, donc ils se sont connus jeunes et bon, c'était aussi un de mes papas. Et donc, mais lui, c'est un proche d'Abdoulaye Wade et un parent de Idrissa Seck. Et c'est lui qui avait un peu poussé à ce que je rencontre le président Wade, sans que je le sache moi-même, puisque c'est après ça qu'il m'a appelé pour me dire « Mais vous êtes fou, on ne parle pas comme ça à un président de la République. » Je lui ai dit non, que je ne parlais pas au président de la République, je parlais à mon père. Et il m'a donné l'autorisation. Toujours est-il que, évidemment, cela n'a pas plu au président de la République. Et je crois qu'il s'en est certainement ouvert à ceux qui l'entouraient, y compris Idrissa Seck, forcément. Et puisque par la suite, d'ailleurs, le frère du président Abdoulaye Wade, Moustapha Wade, pour ne pas le nommer, Yanako Yalirem Khayeko Adjana, qui d'ailleurs par des détours de l'histoire, sa femme est une cousine à nous, du côté de ma mère, Bigué. Lui aussi, il m'a un jour parlé de cette affaire-là. Et naturellement, ça a été un choc parce que moi, je ne le percevais pas comme ça, mais du point de vue du PDS, Idrissa Seck, c'était un monument. Et d'ailleurs, aujourd'hui que je travaille avec le PDS et je suis avec eux dans Walou Sénégal depuis 5 ans, on est en alliance électorale. Cela peut faire cacophonie, effectivement, que nous nous retrouvions dans cette situation-là, avec la présence du président Abdoulaye Wade et sa bénédiction, pour ainsi dire. Alors, moi, j'avais prié le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que
je prie pour qu'un jour, tout cela soit très clair pour mettre Abdoulaye Wade président de la République. Pour qu'il se rende compte de ce que je lui avais dit à l'époque. Et je crois que Allah a exaucé mes vœux, puisque Maître Abdoulaye Wade a vécu suffisamment longtemps et vit encore qu'il reste encore parmi nous. Mais plus, il a toutes ses facultés, malgré son âge avancé, pour se rendre compte lui-même et de lui-même que je n'avais pas tort en lui parlant ainsi de Idrissa Seck. Ce même Idrissa Seck, d'ailleurs, curieusement, les Sénégalais ne font pas attention. Il a écrit le 16 juin, je ne peux pas l'oublier, c'est la date anniversaire du décès de mon père, 16 juin 2003, il écrit dans Le Soleil, en tant que Premier ministre, donc il parle au nom de la République du Sénégal, pas à son nom personnel, il écrit que Mohamed n'est pas le dernier prophète de l'islam. Les Sénégalais, je demande souvent aux dirigeants du PDS, aux cadres, beaucoup ou à d'autres, personne n'est au courant. Et c'est dans Le Soleil. Je ne suis pas surpris, effectivement, que Idrissa Seck sorte un jour pour nous dire que finalement, toutes nos mosquées ne sont pas bien dirigées et que c'est lui qui connaît la bonne direction de la prière. Ce n'est ni Jérusalem ni la Mecque. C'est un endroit qu'il ne veut pas dire, mais je soupçonne que ce soit Petra, le sud de la Jordanie. C'est ça qu'il certainement il a derrière la tête. Il le dira un jour, j'espère, ou en tout cas, il ne le dira plus. Voilà, c'est ce Idrissa Seck-là, évidemment, que je connais et que je soupçonnais depuis toujours de paresse intellectuelle. Certainement un garçon très intelligent, comme il y en a beaucoup au Sénégal. Talentueux, sans doute, mais quand Dieu vous donne du talent, c'est pour que vous travaillez. Quand vous avez du talent, il faut travailler encore plus. Pour que ce talent puisse être utile à l'humanité, à votre peuple. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est un Idrissa Seck paresseux qui est là et qui a représenté à un moment donné quelque chose au plan politique du Sénégal. Et j'espère que depuis qu'il est devenu Mburok Sow, qu'il est dans une trajectoire descendante et qui va nous permettre de mettre tout cela entre parenthèses et d'aller de l'avant avec Teki Amdjiri. Vous avez été avec lui au lycée Van, mais en fait, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez vécu avec lui qui a fait que, quand Maître Wade vous a appelé, vous n'avez pas voulu travailler avec, qu'il soit votre supérieur? Quand vous dites que vous êtes 1000 fois plus capable, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien de spécial. Hein. Au lycée Van, il est arrivé là-bas en seconde, je crois, et nous étions en terminale. Il ne passait pas inaperçu, puisque effectivement, il était au PDS, je crois, et il parlait bien. Il cherchait à parler comme Senghor, d'ailleurs. Et quelquefois, comme ça, nous avons eu quelques échanges. Nous nous sommes retrouvés aussi un peu en France, quand il était en prépa HEC. Mon sentiment, c'est ce que j'ai dit, qu'il est intelligent, certainement doué, mais qu'il est paresseux. Et à partir de ce moment-là, les connaissances que vous essayez d'obtenir sont forcément superficielles ou pas forcément bien maîtrisées. Et dès lors qu'il en est ainsi, je considère que, en ce qui me concerne, je suis suffisamment exigeant pour ne pas accepter que des personnes paresseuses, que des personnes qui ne maîtrisent pas très bien ce qu'elles disent, me donnent des instructions ou des ordres. Surtout que si c'est de ma génération, si c'est quelqu'un d'une autre génération, à la limite, nous pouvons l'accepter. Si c'est une génération qui vient de la colonisation française, qui a tout fait pour nous empêcher d'avoir accès à la connaissance, en particulier la connaissance scientifique. Mais dans notre génération, ce n'est pas tolérable. Et ce n'est pas personnel. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit, d'ailleurs, je le dis, y compris Macky Sall lui-même, hein, ou Mohamed Dionne, avec qui on a cheminé de la terminale, de la 6e à la terminale, et Serine Baïcham, qui sont aujourd'hui dans le dispositif prédateur de Macky Sall. Je n'ai rien personnellement contre eux, mais je ne suis pas d'accord avec eux.
je considère que le présidentialisme qu'ils défendent est quelque chose de mauvais pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je parle de présidentialisme obscur, d'autres l'appellent césarisme démocratique. C'est l'idée de croire que le président de la République, comme dit Moussa Vagnas, clé de voûte des institutions, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui est Ya Malikul Mulk, Ya Zul Jalal wal Ikram, c'est lui en réalité qui est la projection orthogonale de Dieu sur terre. Et on écrit dans la Constitution, il définit la politique de la nation. Il définit quoi? Il est capable de définir quoi? Tous ces hommes politiques sénégalais ou politiciens que je connais, si vous leur donnez une feuille blanche et un stylo, sans Internet, sans Google, sans téléphone, vous les mettez dans une salle dans de bonnes conditions, si vous voulez avec des akara et tout ce que vous voulez, vous leur dites, vous avez 20 milliards de francs CFA de budget garanti, de recettes garanties, donc vous ne vous souciez pas de ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont incapables de vous remplir cette feuille blanche-là. Je suis persuadé parce que je les connais. Et donc, il n'y a que très peu d'entre eux, je ne vais pas les citer, qui soient capables de vous sortir des idées autour desquelles après on peut réfléchir. Par conséquent, Sénégal ou l'Afrique de manière générale, parce que j'ai fait le tour de l'Afrique, cette idée-là, qui est une déviation de la démocratie, qui est une exception française autour du général de Gaulle, on va en faire une loi en sciences politiques, ou en tout cas en sciences politiques en Afrique, est inacceptable. La politique de la nation est le résultat des débats publics qu'il y a au sein de la société, en particulier au sein de l'Assemblée nationale. Celle-ci donc doit être le lieu du débat politique et donc de la représentation nationale. Dès lors que les partis politiques ne jouent même plus ces rôles, parce qu'au départ, ce sont les partis politiques qui doivent s'organiser pour cela. Malheureusement, on constate, y compris dans mon propre parti d'ailleurs, le mouvement Teki, l'élaboration des politiques publiques est extrêmement pénible, difficile, parce qu'il y a un affaissement de la culture politique de manière générale, il y a un affaissement du débat politique, avec une prise en otage de la politique par les prédateurs et les clientélistes, qui fait que, effectivement, il est difficile de s'orienter vers les débats sur les politiques publiques. Par contre, l'Assemblée nationale étant ce qu'elle est, a priori, il faut encourager que ce soit le lieu du débat politique. Et c'était d'ailleurs une des conclusions majeures tirées des assises nationales, et c'était consigné dans la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, que j'ai signée, et je crois à ça, et je défends ça. Par conséquent, tous ceux qui sont pour le présidentialisme obscur, prédateur, violent, dictatorial, ou comme celui de Macky Sall qui va en faire de ce pays un émirat gazier, naturellement, je ne peux être qu'en opposition politique à ces personnalités, à ces personnes. Et donc, ce n'est pas une histoire personnelle. J'entends souvent dire, dans la Sahara, dans le Ignan, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs. Nous n'en sommes pas là. Je ne suis jaloux de qui que ce soit. Je suis en dehors de ces considérations subjectives. Je suis au-delà de cela. Et donc, nous ne sommes pas d'accord politiquement. C'est aussi simple que bonjour. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, ce n'est rien de personnel à Idrissa Seck. Je ne crois pas que... Je pense qu'il s'aventure dans un domaine qu'il ne connaît pas pour oser dire que Khatimun Nabi, qui est dans la sourate Ahzab dans le Coran, eh bien, cela ne veut pas dire dernier prophète, cela voudrait dire le sceau des prophètes. Il n'a aucune légitimité pour pouvoir donc tirer cette conclusion et encore se permettre de l'écrire dans le journal officiel de la République du Sénégal en tant que Premier ministre du Sénégal. Je trouve que c'est une insulte au peuple sénégalais, à tous les croyants sénégalais, qu'ils soient musulmans et catholiques, et aussi à nous autres qui portons une tradition soufie dans ce pays depuis plus de 1000 ans. Et par conséquent, nous ne pouvons pas l'accepter.